Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Aujourd'hui, je suis accompagné de Croissant et de Night à la régie. On est en chill, on va parler de 2 trucs normalement aujourd'hui. Le premier c'est, enfin, en fait, on va parler d'un truc, mais de ses répercussions dans 2 formats. On va parler de Living Legend, des divers héros qui, se font, assassiner par, les points de Living Legend, les uns à la suite des autres. Donc on va d'abord parler de Islander en construit, mais surtout de son absence. Qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'il y ait plus de Ice? Qu'est-ce qu'on en pense et cetera. Et ensuite, on parlera probablement de l'hécatombe en Blitz, de tous les héros qui tombent comme des mouches et de ce que ça veut dire. Et je vais pouvoir, encore une fois, dire à quel point j'aime le Blitz et que c'est vraiment le meilleur format du jeu. Mais avant Presse ça, X for doubt. ouais, fort, fort. Mais avant ça, bonjour Croissant, comment vas-tu? Ça va et toi, Pidipiou? Ah bah, ça va, ça va. Est-ce que tu as joué aux cartes cette semaine? Oui, j'ai joué aux cartes cette semaine. Mais non, vas-y raconte. J'ai fait une armory et un skirmish. Énorme. Je vais d'abord parler du skirmish qui était celui, de dimanche à Ukro où, Mmh. bah, c'était du CD. En fait, j'y suis allé, genre vraiment, j'y suis allé parce que petit 1, j'aime bien Thomas, petit 2, j'aime bien Ukro, petit 3, j'aime bien Poison qui était là-bas, petit 4, j'avais rien à faire de mon dimanche. Du coup, je me suis fait: «Bon, C'est même pas les on va y Technocorps? aller». Heu voilà, Night Crash peut aller se faire, des mots que je ne pourrais pas répéter, Ça fait un bip sur, là. ce canal de diffusion. Hem, non, bah, oui, si j'avais pu gagner un Technocore random, let's go, tu vois? Parce que la carte est trop belle. Mais, en fait, c'était surtout que genre, je suis pas du tout assez bon en limité, encore plus sur cette extension et genre le scellé, de mon point de vue, il y a une trop grande part de variance quand en plus tu pas bon. Enfin, tu vois? Genre, ça fait trop Mmh de mh, mmh. facteurs, en fait. Et bref, donc j'y suis allé quand même parce que j'étais en mode bah on va chill et tout, tu vois. Et puis en plus, en ce moment, je trouve que je fais une toute petite parenthèse, mais ça me permet d'en parler là. La fréquentation des événements est en train un peu de baisser. Et il y a plusieurs facteurs possibles pour ça. C'est pas la vidéo pour en parler là. Mais du coup, j'essaye aussi dès que je peux d'aller en event, en tout cas dans les boutiques que j'ai envie de voir continuer à faire du fab, donc Play-in et Uchronize. Parce que bah, c'est aussi nous, des fois, se forçant, entre guillemets, à aller aux événements, même si on n'a pas forcément super envie, qu'on peut maintenir un niveau de fréquentation qui donne envie aux boutiques de continuer à faire des choses, et notamment Ichronis, qui, genre, pour le jeu, a fait cette année des trucs de fou, de mon point de vue, avec ses ligues, avec des win-a-box, où genre, enfin, tu vois les lots qu'il donne, t'es limite en mode, bah, il est en train de perdre de l'argent sur sa journée. Enfin, genre, vraiment, il se donne pour la commu et pour faire vivre le jeu, tu vois. Et, et bah là, des fois, j'en parle un petit peu avec lui et il y a des trucs qui vont pas forcément être conduits et tout. Je donnerai pas plus de détails, puis c'est pas en mode d'annoncer ou de pas annoncer des choses, mais je suis un peu en mode, bah, c'est dommage s'il y a une perte de vitesse du jeu parce que nous, on se force plus, entre guillemets, à aller à des événements des fois. Et que du coup, les boutiques font moins de choses, etc. Mais bref, je referme ma parenthèse. Allez en événement, même si des fois vous avez un petit peu la flemme, vous hésitez, allez-y, parce que c'est comme ça qu'on continue à avoir des super événements et que la communauté continue à vivre. Du coup, le skirmish, j'ouvre un pool. Alors, clairement, tu vois, à côté de moi, tu as des gens, ils ouvrent plein d'items, ils ouvrent plein d'évo et tout. Moi, je regarde mon pool, je suis en mode, bah ok, j'ai 2 boom grenades rouges et un redback protocole rouge, mais genre, c'est tout en termes d'items. Donc, c'est très dur de m'orienter sur Dash. J'ai 2 Evo, littéralement 2 Evo, et ils sont nuls. Donc, je suis en mode, bah, je pars pas sur Teclo. Donc, un peu par défaut, je suis parti sur Max. Mais, genre, j'avais beaucoup de Quickfire et de, je crois que c'était Gaz Up ou. Non, c'était. Je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui remet un compteur sur un hyperdriver. Donc, genre, C'est Recharge. ouais, merci. Donc, j'avais des arguments, entre guillemets, à aller sur Max, mais en même temps, j'avais pas vraiment d'arguments, parce que j'avais aucun Chain Ender. Enfin, genre, j'avais vraiment un pool qui était, genre, pas très bon. Il était pas horrible parce que j'avais des bonnes rouges et tout, mais il était vraiment pas très bon. Sur ma première game, je joue contre Xavier, qui a gagné le tournoi, qui joue Dashio, je crois. Enfin, en tout cas, en CD, parce qu'après, il y a eu un draft. Et je fais un énorme misplay, c'est-à-dire qu'à un moment, je prends des dégâts pour jouer ma full main. Et en gros, ma full main, c'est jouer un truc à 11 go again into Banksy. Sauf que pour Banksy, il faut avoir Crank. Oui, et tu pas Crank. Sauf que pour avoir Crank, il faut avoir les ressources pour faire un hyperdriver ou jouer un item avec Crank de sa main. En main, j'ai une boom grenade rouge.
Et donc le play, ça doit être tous les jours, si je connais mieux les cartes, parce que j'avais jamais joué max. C'est boum, De grenade jouer la rouge, boum. attaque à 11, go again, Banksy. Et j'avais les ressources pour et tout. Mmh. Parce que j'avais des Spear Driver, bref. Sauf que là, dans ma tête, je suis en mode, bah, je peux Banksy dans tous les cas, en fait, parce que j'aurais boosté. Et du coup, j'ai juste à Arsenal la boum grenade rouge, je présente déjà 14. Il était déjà à ce moment-là, je crois, à 13 ou un truc comme ça. Et j'ai ma boum grenade rouge pour le tour d'après, pour reforcer des blocs. Et en fait, non. Et en fait, bah, il prend les 11. Donc il passe à, je sais plus, 4, enfin, je sais plus, ou 3 ou Pourquoi t'as 2. pas joué ta boum pour Banksy, Euh, justement? Et Parce que genre, la jouer bah, après pour Banksy, je pense que c'était trop perdant comme play, mais peut-être que j'aurais encore dû le faire à ce moment-là. Enfin bref, donc en gros, il prend pas, enfin il prend tout, il bloque pas. On a vu après, il aurait dû bloquer au moins une partie parce qu'il avait des bons blocs à faire et genre il était probablement devant dans la game s'il bloquait. Mais si j'avais mis la boom grenade, la situation aurait été beaucoup plus compliquée pour lui. Et derrière, j'aurais pu Banksy. Donc je pense honnêtement, je pense que c'est fou parce que ton tour cet est énorme exceptionnel misplay me en fait plus. perdre la game. Genre, je Et pense c'est que. ton tour est exceptionnel si Oui, non, mais tu joues oui, la boum clairement. avant, parce que du coup, ton attaque à 11, elle est létale, donc il est obligé Ouais, d'en ouais, bloquer ouais. une grosse partie. Into le Ouais, Banksy met un compteur sur la boum, genre. exactement. Genre, si elle a pas proc, enfin, vraiment, genre, le tour était très bien. Et du coup, je pense que ce gros misplay me fait perdre la game. Peut-être pas parce que, en fait, lui fait un misplay aussi, donc la game aurait été différente, mais je pense que ça contribue grandement au fait que je perde. Happens. La deuxième, je joue contre Robin qui jouait Max aussi, je crois. Et en fait, il miscompte sa pitch stack à un moment d'un, et du coup, il peut. En fait, il doit bloquer avec une carte de plus sur mon tour parce que moi, je fais bien mes maths. Et lui, du coup, il lui manque une ressource pour faire son truc qui me tuait. Et du coup, genre, je le fatigue ou je le tue juste après, je sais plus. Donc, je la gagne, mais sur le fil. Et honnêtement, bah, pareil, je pense que. Enfin, c'est plus Robin qui la perd que moi qui la gagne. La 3, je joue contre Sébastien, je crois, et je la perds parce que il a une bonne sortie et j'arrive jamais à revenir dans la game. Mais honnêtement, la game était genre pas intéressante. C'était vraiment genre un peu comme si on faisait du blitz, tu vois. C'était 1 pour 4 go again, 1 pour 4 go again, 1 pour 5. Enfin, genre, Mmh. c'était rompiche. Mais heureusement, c'était contre Poison et du coup, on a bien rigolé. Et après, j'ai joué contre Romain en dernière round et j'ai réussi, grâce à un setup de tour avec double overpower dans le tour, dont un qui faisait proc une grenade rouge, à présenter perfect létal contre un Teclo, qui, genre, au début du tour était à genre. Attends, je lui ai mis combien? Je lui ai mis. Je vais lui mettre 7. Il devait être à genre 10 ou 11 au début du tour et je l'ai kill. Et en fait, c'était sur ma pitch stack, genre au deuxième cycle et tout. Et celui-là, j'étais très content de moi parce que, bah, pour le coup, celle-là, c'est vraiment moi qui la gagne, entre guillemets. Mais bref, je passe énormément de temps comme d'hab, alors que c'est la partie pas intéressante de ma semaine. Parce que du coup, je suis le seul de deux qui bubble et qui passe pas, parce qu'on était 14 et j'avais perdu la première round, donc je fais top 9. Je les regarde drafter après, c'était marrant et tout. Voilà, il y avait 15 techlos autour de la table avec 8 joueurs. Bien joué à eux. Mais du coup, la partie intéressante de ma semaine, là où je me suis beaucoup plus amusé, c'était mercredi, l'Armory à Uchronise. Que j'ai fait aussi, ce qui est suffisamment rare pour être noté, et ce qui risque Effectivement, de se reproduire d'ailleurs. que PDPU a fait, et donc il en parlera de son point de vue après. Mais du coup je jouais cadeau, et je jouais cadeau avec des petites textes. Voilà, on teste des choses en ce moment. Ah, il m'a envoyé la liste avant, j'ai j'ai fait: Ouais, «Cano du coup, qu'est-ce que» ouais, j'ai fait: «Ah, tu as des cartes qui bloquent». Ouais, c'était original. genre, il y a des défenses réactions, il y a des sigils et tout. Voilà. Et du coup, la 1, je joue contre Faille. Je gagne. En fait, c'est marrant parce que la game, en gros, genre, je suis mais des kilomètres devant dans la game. Genre, vraiment, j'ai deux ou trois tours d'avance, je crois, en termes de clock et de timing. Genre, 2 tours. Ma main whiff un tour, donc je peux pas partir en combo. Du coup, j'ai plus qu'un tour d'avance. Ma main est correcte, mais il me manque un peu d'infos. Du coup, je pars à nouveau pas. Du coup, on revient à égalité en termes de clock. Et du coup, en fait, à égalité, Faye repasse devant. Sauf que il a un très mauvais tour. Ce qui fait que du coup, j'ai un tour de plus que, en fait, à cause de mes deux mauvaises mains, j'aurais pas dû avoir.
Et sur ce tour de plus, je pars en combo et je gagne. Et du coup, c'était assez marrant parce que c'était vraiment genre, je dois la gagner 1000 fois, puis je dois la gagner genre 100 fois, puis je dois plus la gagner, puis je la regagne à nouveau 1000 fois. Donc c'était un peu des montagnes russes. Derrière, en round de 2, et si vous voulez voir cette game, elle est en stream, donc vous pouvez aller la retrouver sur Ah le Twitch ouais, TV tu de me Uchronize. fatigues, J'ai joué salaud. contre une Dashio et je les fatigue. C'était moi la Dashio Voilà. et première fois que je joue le deck, ou genre c'est pas moi littéralement qui joue le deck, parce que d'habitude on le jouait, mais c'était Croissant qui me Ouais. disait quoi faire. Et du coup, je me suis fait fatigue comme un bouffon là. Alors après, j'ai eu beaucoup de chance parce que sur tes setups, t'en reparleras, mais sur tes setups à la fin, j'ai les déreacts au bon moment pour cover des trucs et tout. Donc j'ai eu genre beaucoup de chance sur la fin parce que t'as eu une main qui était horrible et qui me redonne de la tempo, qui me permet d'arsenal une déreact. Et du coup, derrière, j'ai un cycle de 2 ou 3 tours, je crois, avec une déreact en arsenal où je peux couvrir des dominates et genre ça me permet de maintenir les derniers HP. Et puis après, c'était marrant parce que du coup, à la fin de la game, genre Pipu, il a 3 cartes en main et il est en mode, bah, je peux pas te tuer parce que, enfin, sa main ne me tue pas. Et moi, je suis en mode, bah, du coup, tu vas attendre que je fasse une perfect stack ou pas? Et il fait, non, je te la concede. Ah non, mais vas-y, c'est bon. Et du coup, on a Là, économisé une on vingtaine était arrivé de à l'étape game. on était arrivé à l'étape où soit je tendais ma main, soit il se retournait, il commençait à se lébrant pépère dans son coin, à faire sa stack là et après il faisait: «Tiens!» et je faisais: «Bah ouais, Boum. bah super, génial». 88. Round 3 derrière, je joue contre une Islander. Il y avait deux joueurs d'Islander, Virgile et Olivier, qui étaient En barreau d'honneur. en farewell et baroud d'honneur pour leur héros. Euh, je joue contre Virgile et je le redis là parce que je veux le dire le plus possible. Au tout début dans le match-up, Virgile il faisait n'importe quoi et je gagnais hyper facilement, que ce soit en blitz ou en CC. Et à force de le jouer et même lui de jouer aussi le deck et tout, il s'est beaucoup amélioré. Et là, il fait vraiment très très peu, voire pas du tout d'erreur dans le match-up. Ce qui fait que bah, du coup, le match-up redevient ce qu'il est censé être, c'est-à-dire si moi je joue parfaitement, je le gagne. Si je fais des erreurs, je le perds. Bah, Et j'ai fait vraiment des j'étais à côté. Moi j'avais fini ma game, qui s'était vite déroulée et je me mets à côté de lui et là je vois qu'on arrive au moment, vas-y les points de vie, ils ont pas beaucoup bougé, il y a 3 énergies potions des 2 côtés, tu as 1000 trucs sur le board et là je vois Croissant qui pioche sa main de 4 cartes, puis qui tourne la tête en mode: «Mais tu pas censé être là toi?» c'est pas mal. Et là je suis en mode: «Ah dommage, la stack est Ouais, foirée, il y avait un taume dans la main». genre, en fait, c'est trop marrant parce que en ce moment, je réussis mes stacks contre tout le monde sauf contre Islander. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, happens. Euh, et en fait, du coup, donc la game, bah du coup, je la perds. Alors que en plus, enfin vraiment, pareil, c'est une game où jusqu'au moment où ma stack est mauvaise, où je pars pour essayer de la réparer et où je me trompe, j'étais genre ultra devant parce que genre j'étais à 27 points de vie. J'étais à genre bah du coup un tour de ma stack au lieu d'être à 0 tour de ma stack. Genre, enfin vraiment j'étais trop bien dans la game, tu vois. Parce que faut savoir que dans cette game j'ai résolu 3 sigils et 3 tomes of Yendal de l'arsenal, 2 pour plus 5 HP, 1 pour plus 4 HP. Donc c'était C'est vrai que solide. Virgile parlait moldave, hein. Il était en mode: «Bah sérieux, tu as gagné 17 points de vie là? Genre vraiment Ça un fait beaucoup moment, quand même». en fait dites-vous, genre Virgile il m'attaque et il me fait des spells toute la game, tu vois. Et à un moment, genre je suis à en gros un tour de ma stack et on regarde les HP et je suis à 27. Et je suis en Et là, mode il oh, fait: on chill. Et bon voilà. Et du coup, bah en fait, comme je disais, comme Virgile lui n'a pas fait d'erreur, le fait que je rate mon tour lui a redonné énormément de tempo et lui a permis de En créer fait, un timing où il m'a tué en il fait. ouais, il t'a Euh, forcé enfin, il a ouvert une fenêtre, quoi. en fait, c'est ça. En fait, Là genre où en tu aurais pu gros, genre bloquer ou genre pop off, là, il a fait, bah, bloc chacal et tu as fait en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, je pars. Du coup, pour partir, ce qui est une erreur parce que ma stack est pas au bon endroit, et du coup, pour genre pas faire grand chose, je prends les 7 dégâts de E-Strike. Donc je passe à 20. Alors que normalement, genre juste, je mettais 2 cartes devant et on chillait. Et du coup, lui, derrière, j'ai pas de carte en main, donc il a un free tour. Sur son free tour, enfin, du coup, il joue son tour normal. Et du coup, son tour normal, quand moi j'ai du coup mes 4 cartes en main, mais que j'ai fucked up ma stack parce que j'ai fait des activations de canaux, donc que je peux pas partir parce qu'il faut que j'en rebuild une, ce qui va me prendre genre 2 ou 3 tours, ou peut-être 4 tours.
Et ce que je peux encore faire à ce moment-là, tu vois, sauf que comme il a 2 Insidious Chill en on-board, il fait un Niter Ice Vein rouge, Fuse, parce Il que du coup, il a t'arrache pu toute ta garder main. toute sa main. Il Ouais, ouais. m'arrache ma main. J'ai encore 2 potes on-board, lui aussi. Du coup, je suis en mode, je peux chill. Et du coup, à mon tour, et c'est là où je fais une erreur, il me reste une bleue en main. Et comme je veux faire ma stack, je pitch pour Cano. Pour genre, forcer les choses. Et j'aurais juste dû passer. Et du coup, bah, à nouveau, je fais une erreur. Et en fait, il en profite très bien parce que du coup, il déclenche. Et en fait, il déclenche. Et Ah oui, parce grâce que à t'avais ses plus de e-potes, carte en il a main. des Ah ressources oui. pour jouer son Ice Bolt. Parce que du coup, j'ai plus de cartes en main. Et du coup, il me tue. Parce qu'à ce moment-là, en fait, je crois que j'avais repris un peu de dégâts. Et du coup, genre, j'étais à une dizaine. Et en fait, il me tue parce que j'ai plus de ressources. Et en fait, genre, il fait Moon et Ice Bolt avant qu'il y ait les e-potes. Et. Enfin, voilà. Donc, encore une fois, super bien joué de sa part. Vraiment 100% mérité, parce que c'est un match-up où, bah, enfin, des deux côtés, c'est entre guillemets très simple de faire des erreurs. Et là, il en a pas fait. Si, je crois qu'il en a fait une à un moment, mais qui n'était pas genre importante. Et dernière game, je joue contre Olivier. Du coup, j'ai tapé les deux Islanders. J'étais très content. Puis en plus, c'est des joueurs que j'adore, donc j'aime trop jouer contre eux. Et là, contre Olivier, on a fait une game qui était super belle. Genre, à un moment, je suis à, je sais pas, 4 tours de ma stack, donc on n'est pas du tout au moment où je pars. Et je fais un truc, et il y a un channel qui arrive, et du coup, on réfléchit tous les deux pendant genre 5 minutes à OK, qu'est-ce qu'on fait en réponse au channel? Genre, est-ce qu'on joue des spells? Est-ce qu'on fait des trucs et tout? Et vraiment, genre, il y avait des sigils qui partaient de mon côté, des trucs et tout. Il y avait des trucs en stack, c'était trop bien comme game. Et je finis par la gagner parce que je me retrompe encore dans ma stack, mais d'une manière réparable. Et du coup, en fait, il y a un tour où, genre, il a ses 4 cartes en main, il a pas d'arsenal, donc je sais que je suis free. Et j'ai littéralement pitché 12 bleus pendant mon tour. J'ai fait des trucs. Genre, Ah oui, j'ai joué tout. je crois que j'ai vu ta pitch stack et au bout d'un moment, j'étais en mode: «Mais, il pitch des cartes pour pitcher des cartes ou, genre En il y a un fait, plan derrière?» en fait, comme j'avais fait ma stack, du coup, je retrouve l'ordre. Et en fait, du coup, genre, Mécano me donnait les tomes que j'aurais dû jouer sur son tour pour avoir une stack qui tuait. Et du coup, genre, je fais juste plein de trucs pendant son tour. Du coup, je vide toute sa main. Et comme il est à 16, en fait, pendant son tour, il a genre une bleue en main. Et du coup, juste, je le tue. Parce que je lui ai fait cramer ses potes, je lui ai fait cramer sa main et tout. Et genre, le tour était trop gros. Et du coup, en fait, genre, j'ai pas besoin d'une grosse stack. J'ai juste besoin de, genre, résoudre un Wildfire, un spell, un Blazing ou un truc comme ça. Et enfin, même pas, tu vois. Et du coup, genre, juste, je kill. Mais super belle game. Et du coup, bah, j'étais très content parce que ma liste a plutôt marché comme je voulais. Et je pense que la seule game que je perds, c'est une game que je perds, bah, genre, par ma faute, entre guillemets. Et du coup, c'était très cool. Voilà. Et OK. toi, Pidview, parce que du coup, tu as fait une armory aussi cette semaine. Bah, ouais. Bah, en fait, ça me manque tellement de jouer aux cartes et à Fab pour être précis et surtout on construit en fait, que je me suis dit: «Eh vas-y». D'habitude, pour moi, aller à Uchronie, ça veut dire rentrer à la maison à 2 heures du matin, me bagarrer avec le RERC et les bus surtout qui le remplacent et Mm. du coup, je faisais un peu une croix dessus en mode: «Bah, non, c'est pas tenable et tout» et en fait, comme je fais rien d'autre de mes semaines, je me suis dit: «OK, allez, vas-y, pour le mois de décembre, on va se déter». Bon alors, il y a Squeezie Unfloof qui me donne envie de me déter, mais il y a aussi le fait que j'ai envie de jouer, tout simplement et en l'occurrence, comme, j'ai envie de changer un petit peu de Dromai, je me suis mis à jouer, Dashio, Ouais. Diobrando. Parce que je vends bien mes Heu, decks. bah, Ils c'est sont, surtout que je l'ai joué quand même le deck. On était tous les 2 d'accord pour dire que c'était un aggro un peu dégène à la Braillard, sauf qu'elle a pas de points de Living Legend, sauf que tu joues 5 cartes ou 9 cartes et que tu peux faire des trucs un peu marrants et surtout, elle a le potentiel de pop-off qu'avait Braillard, mais que je retrouve pas chez Faille et du coup, j'aime bien. J'aime bien le fait que, tu as beaucoup de décisions à prendre tout le temps. Genre c'est pas, enfin, c'est pas évident les tours que tu fais avec, Dash et du coup, c'est cool parce que là, je suis encore dans la phase d'apprentissage où je regarde pas trop ce que fait mon adversaire, mais je me concentre surtout sur ce que je fais moi pour essayer de pas Mm. faire n'importe quoi. À force de jouer, je pense que j'arriverai à faire des tours à peu près corrects et à peu près à faire des trucs sympas, mais du coup, voilà. Et du coup, c'était ma première armory avec le deck. Du coup, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il me manquait une partie non négligeable du deck. Du coup, j'ai demandé à Croissant et à Knight de ramener, toutes les cartes qui me manquaient. Du coup, j'ai affronté première ronde, j'ai affronté une Dorinthea qui était novice. Du coup, j'ai passé plus de temps à lui expliquer le jeu et comment son deck marchait qu'à, l'affronter. Du coup, j'ai gagné parce que, bah, il savait pas à quoi faire, en fait, contre moi et du coup, il avait un peu de mal avec ses tours parce qu'il commençait à jouer le deck seulement, donc c'était normal. Du coup, je gagne. Ensuite, j'ai affronté, bah, Kano, du coup, Croissant, à la télévision, là, qui m'a fatigué comme jamais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si ça avait été un random Cano
j'aurais mis le side, genre on va défendre un peu d'arcane, mais on veut aggro comme un cochon. Le truc, c'est que je savais que c'était un deck défensif. Donc j'ai mis tout mon side en mode genre, bah, je sais que c'est un deck défensif, donc je vais mettre les machins qui battent à la Mmh. fatigue. Mais je pense que j'étais pas encore assez bon avec le deck pour jouer correctement le plan fatigue. Du coup, j'ai perdu. Je me suis fait fatiguer comme jamais. Il avait des défenses-réactions quand j'ai. En fait, quand j'ai à peu près commencé à réfléchir à ce que je voulais faire, bah lui, il avait des défenses-réactions, du coup, c'était perdu. Ensuite, j'ai affronté Azalea. Donc j'étais en mode au secours, le match-up est infernal. En plus, mon adversaire a vraiment aligné genre Red in the Ledger, Codex of Frailty, Red in the Ledger, Codex of Frailty. J'étais en mode ouais, ça fait beaucoup là quand même. Mais j'ai réussi à gagner parce qu'en fait, bah, en fait, le deck bloque incroyablement bien. Genre, les Adaptive Plating, ça bloque. Ah, ça bloque Mmh. comme jamais. Voilà, du coup, j'ai pu bloquer des. Il y a même une carte que j'aurais dû prendre, mais que j'ai choisi de bloquer. Genre un Remorseless. J'aurais dû le prendre parce qu'en fait, il m'aurait fait genre 8 dégâts. Et à la fin de la partie, il me restait genre 18 points de vie, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, j'étais large. Euh, Mais du coup, j'arrive à gagner, ce qui était inattendu. J'étais en mode, bah j'ai gagné. Super. Mais je sais Mais pas trop comment ni je pourquoi. Mais je j'étais en mode, genre, les je platings m'ont sauvé les miches et c'était très très bien. je pense qu'en vrai, la liste que tu as jouée, qui a un peu plus de setup et qui peut un peu plus facilement jouer des tours à genre, 2-3 cartes qu'à 4-5, est mieux aussi contre genre Azalea et Bah, tout. c'est ce que j'ai senti parce qu'en fait, la liste elle souffrait pas d'avoir bloqué avec une carte. Genre, Ouais. ça m'est arrivé plein de fois d'être en mode, bah en fait, je peux bloquer avec une carte de ma main et c'est pas très grave. Parce qu'en fait, Mmh. j'aurais quand même les ressources et les deux cartes à jouer et le coup de pistole. Donc en fait, je suis en mode, bah ça va. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que bloquer avec des cartes de ma main signifie souvent que je vais avoir du mal à jouer les items du dessus de mon deck. Mmh. Quand il y en a. Parce que du coup, j'ai pas trop la flexibilité d'être en mode, bah, je sais pas trop ce qui va se passer et tout. Et autant quand je sais, je peux bloquer en conséquence, mais quand je sais pas et que ça se révèle sur les boosts, j'ai moins Ouais. d'opportunités. Donc voilà. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je séquence et que je pitch intelligemment parce qu'il faut faire attention parce qu'en fait, si j'ai besoin d'activer Foundry Heart pour jouer un item, bah du coup, il aurait fallu que je pitch avant pour avoir la ressource qui flotte. Enfin, du coup, j'apprends plein de trucs en jouant le deck. Sur que t'as Lichard aussi. Troisième ronde, j'affronte. Qu'est-ce que j'affronte? Bah, c'était Je 3e sais round, plus. c'était Azalea Ah et oui, 4e. donc quatrième round, j'affronte Vincent et je prends un tour exceptionnel de sa part qui me fait super mal. Je tombe très 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 bas et je suis en mode bon vas-y, j'ai envie de tout prendre pour voir qu'est-ce que le deck fait. Et en fait, je suis sauvé, mais alors vraiment sauvé. Je la mérite vraiment pas cette game en plus. Je suis sauvé par un plus wave harpoon, genre 2 tours plus tard, qui enlève la seule attaque de la main de mon adversaire et qui du coup lui empêche de m'attaquer. Donc en fait, il fait un tour à blanc. Et en fait, bah, Mmh. du coup, j'ai la tempo parce qu'en fait, il a pris des dégâts en passant et il a pas pu m'attaquer. Et du coup, il me menace pas. Et du coup, je garde ma main incomplète. Et en fait, bah, c'est gagné du coup. Euh, mais voilà, c'est très sympa. En plus, j'ai mangé des nouilles. Du coup, j'étais heureux. Voilà, vraiment heureux de manger des nouilles. D'ailleurs, c'est pour ça que là, on enregistre mardi. Donc demain soir, il y a de nouveau une armory. Du coup, je vais y aller de nouveau avec Dash. Et je vais encore manger Et des avec nouilles des parce que nouilles. voilà. Exactement. Et voilà, donc c'est bien marrant. Et puis samedi, du coup, j'ai fait le skirmish à play-in. On était 8. C'était un scellé, 3 rondes. On n'a pas fait de top 8 parce qu'on n'était pas assez. J'ai ouvert un pool nul à chier, mais alors nul à chier, comme le tien en fait. C'est-à-dire Mmh. seulement 2 évos, pas d'item, pas de chain ender. Et je suis en mode, bah vas-y, on va jouer Teklo. Si j'arrive à arracher une victoire, je suis le meilleur. J'ai réussi à arracher une victoire contre un Teklo qui était 1000 fois mieux que le mien, mais en fait, j'étais en mode, bah, je peux pas gagner contre Teklo à la fatigue parce que j'ai pas assez d'évo et que j'ai pas assez de setup. Donc on va aggro les Teklo. Donc j'avais mis le script rouge, tu sais, le gant rouge là. En fait, Ouais, j'avais le le gant rouge, Polariting, je sais plus quoi. ouais, Polarizy Reversal, je crois, un truc comme ça. Ouais. Donc j'avais le gant rouge et j'avais le script jaune. Et mon plan, c'était, ok, je vais faire genre 2 3 tours avec ces trucs-là, et non, ça gratte des points et ça suffit. Et ça a suffi. Miraculeusement. On notera quand même que j'ai joué Teklo avec une moyenne de un demi Evo pendant toute la partie sur mes 3 games, hein. C'est-à-dire que quand j'arrivais à équiper un Evo, j'étais en mode OMG, mon pistolet marche. Mais souvent, j'en équipais qu'un seul. Du coup, évidemment, j'ai perdu les 2 games d'après contre des Teklo qui avaient 3 Evo en fait. Et voilà. Donc, j'ai quand même été tiré au sort pour avoir un Teklo-Core. Donc, j'étais très content parce que j'ai gagné le Teklo-Core. Puis après, j'ai été voir Croissant. J'ai fait, tu veux un Teklo-Core? Et voilà. Donc c'était cool. Mais c'était un skirmish en chill.
Il y avait pas grand-chose à raconter. Voilà. Ça me fait penser, à propos de belles cartes et de moi vouloir des belles cartes. On a établi dans l'épisode précédent que le loot, c'était hyper important, C'est vrai que le surtout loot, c'est lorsque très important. Philippe est là. Et du coup, bah, hier au Qu'est-ce que skirmish, tu as loot? j'ai loot aussi. J'ai acheté 2 des Figment Marvel qui me manquent encore, puisque bah, je suis maintenant au nombre de 4. En fait, j'ai eu Triomphe dans une boîte. J'ai échangé pendant les Worlds protection à une personne du nom de Gabi qui va me le passer dès qu'on se recroise et qui est genre trop trop beau. Le Figment, hein. Gabi aussi, mais ça paraît plus Mais pertinent surtout que les je parle de la Figment. beauté du Figment. Et là, du coup, j'ai craqué, et parce que du coup, il m'en manque 4 sur les 6 que je joue, et 6 en tout. Et j'ai acheté Judgment, qui est genre, Bah pour oui, moi, mais le c'est plus abusé, joli. hein. Genre, Je l'ai montré, je l'ai, hein. Il est trop beau, hein. il est incroyable. Mais autant l'Archangel que le côté Figment. Moi, je Parce trouve qu'il y que en a où, l'Archangel genre, est vraiment, genre, exceptionnel. ouais. En fait, Mais les Archangels qui sont genre plus réalistes, je suis moins fan. Et il y a des Figment que alors, j'aime moins aussi. Mais genre, le Judgment, le je le je trouve trouve que incroyable. le jugement, il est trop réussi. Le ravage, il est très réussi, le côté ange Mm. surtout. Ouais, ouais, ouais. Et le érudition, évidemment, très réussi. Mm. Par contre, tu Mais, vois, le Reverse, genre, je suis fan du côté Figment. L'ange, je n'aime pas du tout. moi Mais je déteste l'ange, mais j'aime bien le Figment. Le Figment, je le trouve oui, cool, moi aussi. Le mais Figment, je le l'ange, trouve trop j'aime beau. pas. Je suis, je L'ange suis, je suis pareil. Mais je l'ange, l'ai c'est quand même vraiment genre acheté. fantaisie générique sur 20. Je suis en mode: «Eh Ouais. vas-y». Mais je l'ai quand même acheté parce que bah, c'est un des Figment qu'on joue. Ah, c'est un Et voilà. stylé, genre quand tu arrives à faire des trucs avec, on s'amuse, mais Ouais. Donc voilà, donc j'ai obtenu 2 Figment en plus, le Judgment et le Reverse. Et du coup, je suis maintenant à 4 sur les tu sais que 6 qu'il me faut pour le deck. moi, Voilà. mon deck, Dash, il y a quasiment aucune carte foil. La seule carte foil du deck, c'est un Teklo-Core en Arcane Rising, Parce que que t'as pas j'arrive pas à encore réussi à et trade. j'ai pas réussi à avoir un régular et sinon tout le deck est régular, ce qui est pas désagréable et en plus j'ai les cartes en français donc c'est marrant. Mais du coup ça fait bizarre de passer d'un deck vraiment genre full foil parce qu'en plus à l'Armory, j'ai prêté mon deck à un joueur qui était là de passage, mon Dromai et Mmh. au début je lui prête le deck en mode: «Bah fais-y attention quand même parce que c'est mon deck et fais gaffe quoi». Et à un moment, je vais le voir après ma game et il fait: «Mais j'avais pas compris, fais gaffe, mais en fait, tout brille, en fait». Et en mode, à un moment, je pioche ma main, je fais: «Ah mais donc là, il y a E-Strike et CNC foil, ah ouais!» En mode: Ouais. Mais bon, d'accord, bah, fais attention, quoi». Voilà. Enfin Comme Noé voilà. finalement, problème de prouveur, hein. Mais Ouais, du coup, mais on a parlé de l'Armory pendant 1000 ans, du coup, on va pouvoir parler de ce qui, n'aura plus lieu, c'est-à-dire affronter les Islanders. Et qu'est-ce que oui! ça veut dire? Alors, pour recontextualiser, cette discussion et ce débat a déjà été, traité, si on peut dire ça comme ça, par, Tales of Alex et Yuki Libender, sur la chaîne. Ça a été partagé sur le Discord France. Je vous invite à aller écouter la chaîne enfin, la vidéo et ce que fait le reste de la chaîne parce que le contenu est de bonne qualité mais c'est en anglais donc bah, seulement les personnes anglophones pourront comprendre. Mais du coup, sont abordées les questions de, qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il y a plus de deck Ice? Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on ne risque plus de prendre un random frostbite, au détour d'une attaque ou un channel Lake Frigid qui fait que tout ton tour marche pas? Il va se passer quoi, Croissant? Réponds, chacal. Ah! OK, let's go. Hem, bah, en fait, c'est compliqué de répondre, tel quel, parce que un des trucs qui est très probable et qui va être, une trend, où on peut être assez certain, c'est que les agros vont être plus greedy sur leur courbe de ressources, et que donc les héros qui ne justifiaient un plus grand compte de bleu uniquement parce que Ice était dans la méta vont probablement euh, changer et réduire un peu ce nombre-là, et du coup avoir plus de rouge et donc des mains overall qui sont meilleures en termes de power level, parce que augmenter le nombre de bleus, c'est aussi augmenter le nombre de mains où tu as deux bleus. Enfin voilà, hein, c'est des probas. Les maths, Et du coup, voilà, je sais que par exemple, beaucoup de gens sur Faille étaient en mode, bah, dans la méta, quand il y avait Islander, c'était 18 bleus.
Là, les listes, et les gens qui en parlent, repassent plus, déjà autour des 15 ou des choses comme ça. C'est pas un énorme changement, mais en même temps, c'est un gros changement. Donc ça, c'est la première trend que je pense on va observer. Après, c'est beaucoup pour les agros qui peuvent être définis comme des redliners ou proches de redliners. C'est-à-dire, bah, des decks comme Dromaillon Press, des decks comme, Faille, qui sont des decks dont la courbe de mana pour un tour, en fait, enfin, le nombre de ressources dont ils ont besoin pour faire un tour optimal, peut être de 0 ou de 1 parce qu'il y a beaucoup de cartes qui coûtent 0. Un deck comme Dash ou Dash.io, par exemple, c'est des decks qui vont peut-être réduire un petit peu leur bleu, mais probablement pas tant que ça parce que c'est des decks qui ont besoin de bleu pour jouer leur tour. Mmh. Donc c'est une trend qu'on va voir surtout sur les agros, qui sont, bah, ouais, ce qu'on appelle des redliners, donc des agros qui, en dehors d'éventuelles taxes liées au Frostbite ou à l'Ice de manière générale, genre Channel Lake Frigid, etc., sont des decks qui n'aiment pas beaucoup pitcher. Oui. Euh, la deuxième élément pour moi de trend un petit peu, mais qui là est pas forcément dans nécessairement comment dire, le deck building ou quoi, euh, mais c'est que la disruption va devenir beaucoup plus proactive et agressive. C'est-à-dire que Ouais. les seuls decks qui seront capables, a priori, d'être disruptifs encore, sont probablement Azalea et Bravo. Alors, il y a un petit peu des choses comme Riptide, les assassins aussi, mais pareil, ça reste plutôt via des on-hit et de la proactivité. À ceci près que Riptide a les trappes, mais Riptide, c'est un peu une parenthèse que genre on laisse fermer parce que c'est pas un héros qui est vraiment méta-relevant actuellement. Pour le Même moment, mais si, tout le même monde est en si, mode: «OMG, le deck est trop fort maintenant qu'il y a plus de taxes», même si, donc voilà, c'est ce que je veux dire. Même si le départ d'Islander est plutôt une bonne chose pour le deck. Et du coup, ça change des choses aussi parce que, en fait, et ça c'était surtout lié à Islander principalement, et un petit peu à Oldhim quand il était encore là. C'était des decks qui avaient la capacité de te disrupt au milieu de ton tour. Via des instants, via la capacité de défense-réaction d'Oldhim, via les bleus Ice de l'arsenal ah, d'Islander Blizzard en aussi. instant sur son tour, Blizzard, via la carte Blizzard. Qui étaient des éléments que Lexi n'avait pas trop, ou ne jouait pas trop, en tout cas sur les dernières listes avant qu'elle LL, enfin sur toute sa période plutôt dominante où c'était plutôt des listes fuseless. Là où Azalea, par exemple, et je ne dis pas que la disruption est meilleure ou moins forte, mais c'est des disruptions qu'on voit arriver. C'est-à-dire que Azalea, elle doit en général prendre des dégâts pour jouer une main qui va te proposer des dégâts et de la disruption. Euh, donc des éléments de disruption tels quels vont être beaucoup moins présents parce que c'était très lié à l'Ice. Des cartes comme et Winter's Bite, comme surtout Arctic Incarcération, tu vois, qui étaient des cartes qui, genre, juste avaient un effet disruptif. Pas qui mettaient de dégâts, juste et avaient un effet disruptif. et surtout, à la différence, d'Islander, l'essentiel de la disruption qu'on va voir, sera très lisible. C'est-à-dire qu'en fait, à Ouais. l'exception des trappes de Riptide qui vont avoir un effet pendant le tour parce qu'ils sont joués, en fait, Azalea, quand elle va te disrupt, elle te le dit parce qu'en fait, elle joue le Red in the Ledger. Elle est en mode: «Bah, je Mm. t'attaque, en fait, et si ça te touche au prochain tour, c'est Mm. la merde». C'est Alors ça. qu'Islander, tu savais jamais trop à quoi t'attendre. Tu devais toujours jouer un peu dans l'expectative, être en mode: «Bah, je vais jouer mon tour de telle manière, mais je devrais m'adapter si elle me met un random Frostbite ou si elle joue un Blizzard et tout». Et du coup, j'ai l'impression qu'on revient beaucoup plus à une façon de jouer, notamment les decks aggro, qui accorde de l'importance au bloc d'équipement, Oui. comme, on y accordait, tard l'époque avant qu'Islander soit aussi dominante. Parce que moi, je me rappelle d'une époque où, Skeletta et les blocs d'équipement chez les Runblade étaient joués juste parce que ça permettait d'absorber des Crippling ou, bah, Mm. des Red in the Ledger, des machins comme ça. Et je pense qu'on va Clairement. revenir à ce raisonnement-là, où en fait les decks aggro vont être en mode, bah, en fait, si je dois bloquer, ce sera avant tout les on-hit qu'Islander m'aurait avant fait taxer en ressources, maintenant Mm. on me le fait taxer en bloc d'équipement. Et du Clairement. coup, on va peut-être voir aussi un retour des défenses-réactions chez les decks aggro, qui vont en fait accorder de l'importance à cette capacité à bloquer un dominate s'il est trop pertinent. Mm. Et en fait, moi, je pense surtout que,
il y a un truc aussi, c'est il va falloir que les gens perdent leur habitude de jouer comme s'ils allaient être gênés. C'est-à-dire que tu avais ça contre Islander, c'est on avait pris l'habitude de réfléchir à nos tours pour qu'ils soient les plus optimaux possibles, pour qu'il y ait le moins d'angles morts. Mmh. Mais en vrai, maintenant, on n'a plus peur des angles morts. Tu peux, Ouais. genre, mal séquencer ton tour en pitchant la mauvaise carte d'abord et en pitchant l'autre derrière. Genre, c'est pas grave, en fait. Genre, ça n'a pas Mmh. d'importance. Et du coup, heu, ça donne une façon de jouer qui est beaucoup plus, en fait, j'ai un peu l'impression qu'on est revenu à Hearthstone, si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où on était dans une période du jeu où il était tout à fait commun d'avoir de l'interaction entre les 2 joueurs qui ne soit pas liée uniquement à la défense et en fait aux maths qu'il y a sur les cartes, machin et tout. Et du coup, je trouve ça cool qu'on revienne à cette version du jeu un petit peu plus, lisible, dans le sens où il n'y a pas d'éléments cachés, pas de bluff, pas de trucs comme ça. Et en même temps, j'aimais bien ce moment du jeu où, il pouvait se passer des choses et où en fait, c'était la responsabilité de l'attaquant de faire attention à comment est-ce qu'il souhaitait agencer son tour et tout. Et du coup, moi, j'aime bien. Mmh mh. Après, il y a un truc aussi qui là, parce que là, on parle des trucs qui touchent tous les decks de manière générale, mais moi, ce que je me dis, c'est surtout que Iyslander était un prédateur pour certains decks de la méta. Maintenant qu'elle n'est plus là, est-ce qu'on s'attend à ce que ces decks reviennent? Est-ce qu'ils étaient vraiment partis? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en fait, du coup, donc déjà pour finir sur la disruption globale et l'absence de Ice dans la méta, le fait que ce soit plus du tout représenté, c'est qu'effectivement, donc en termes de deck building, il y a le nombre de bleus qui va sûrement descendre, notamment de certains decks. Mais il y a aussi, comme tu le disais, les blocs d'équipement qui redeviennent une manière claire d'interagir avec la disruption qui peut être proposée. Les défenses-réactions aussi. Donc, c'est des manières aussi d'approcher ces match-up-là qui sont plus simples, on va dire. Mmh. Euh, et c'est de la disruption, comme je disais, qui est proactive. C'est-à-dire que c'est des decks qui ont, entre guillemets, besoin de jouer pour te disrupt. Là où Islander, en fait, genre, elle bloquait avec toute sa main et gardait un channel, bah en fait, elle repiochait sa main pour pouvoir jouer le channel pendant ton tour, mais au-delà du fait qu'elle le jouait pendant ton tour, c'est qu'en fait, elle le jouait une fois qu'elle avait repioché sa main. Là où pour faire le même genre de disruption, Azalea, bah, elle a besoin de garder au minimum 2 cartes, puisque bah, Red in the Ledger, plus la carte avec laquelle tu vas pitcher pour load Red in the Ledger et avec laquelle tu vas la tirer. Plus ou moins. Il y a des petits points de détail parce que tu niques, parce que Death Dealer te fait piocher, parce que machin. Mais globalement, il faut garder des cartes. Mmh. Euh, donc ça, c'est la première chose. Donc c'est des decks qui vont devoir prendre des dégâts pour appliquer leur disruption. Beaucoup plus et beaucoup plus souvent que Islander n'avait besoin de le faire. C'est vrai. Euh, et deuxièmement, c'est, bah, comme on le disait, en fait, une disruption qui est claire, qui est visible et avec laquelle il est plus facile d'interagir. Je vais faire un parallèle parce que on en parle souvent et que je connais très bien le héros. Kano. Kano, c'est un héros qui ne t'attaque pas de la manière classique, puisqu'il ne t'attaque pas avec des dégâts physiques, il t'attaque avec des dégâts d'arcane. Mmh. Et d'ailleurs, il ne t'attaque pas, il joue des cartes qui ont comme effet de te proposer des dégâts d'arcane. Mmh. Euh, Kano, c'est un deck avec lequel il est difficile d'interagir. C'est possible, je suis le premier à le dire, il y a des cartes pour. Mais il faut faire des concessions. Il faut mettre de l'arcane barrière, potentiellement augmenter son compte de bleu. Et tu n'es pas sûr que tu vas avoir les bleus au bon moment. Et tu n'es pas sûr que ceci. Et des fois, ça suffit pas, etc. Là, par exemple, contre Islander, de la même manière, même si tu augmentais ton nombre de bleus, il y a des tours où tu prenais Channel, tu n'avais pas pioché tes 2 bleus par main que tu espérais, tu ne peux pas jouer sous le Channel, ça arrête ton tour. Voilà. Mmh. Contre un Red in the Ledger, si tu l'as considéré lors de ta préparation avec des blocs d'équipement notamment, aussi un peu des défenses-réactions, mais de défenses-réactions, tu as quand même besoin de les piocher aussi. Donc il y a quand même cette part un petit peu de variance. Mais si tu l'as préparé avec des blocs d'équipement, tu vas pouvoir beaucoup plus facilement interagir avec, puisque c'est une manière de faire que tu peux anticiper et que tu peux préparer dès le départ sur la table, en fait. Mmh. Et du coup, ça va rendre l'interaction peut-être plus agréable, pas forcément plus facile à gérer, parce que un Red in the Ledger Dominate, ça peut Et toujours plus battre un aggro, lisible. mais et surtout, du coup, comme plus lisible, plus agréable à vivre et à jouer pour les personnes à la table, notamment les personnes qui reçoivent la disruption. Euh,
parce que, il y avait aussi et c'est le point, je pense, un des points les plus importants, il y avait une frustration de beaucoup de gens dans la communauté, notamment vis-à-vis de Islander, mais de manière, plus générale, sur le talent, Ice, qui, bah, enfin, ouais, il y avait vraiment une frustration qui commençait à grandir parce que, bah, tu ne pouvais pas te préparer au channel qui allait arriver, parce que tu ne savais pas quand ça allait être, parce que tu ne savais pas à quoi t'attendre, parce que tu sais pas autour de quoi jouer, parce que ça arrive au milieu du tour, parce que machin. Euh, et du coup, en fait, ça bloquait vraiment des séquences de jeu. Là où Red in the Ledger, ça va bloquer des séquences de jeu aussi, mais comme tu le vois arriver, tu sais que ta séquence va être bloquée et tu peux mieux interagir et faire fonctionner ton tour d'une autre manière quand même. Tu n'es Et puis il y pas a un truc engagé aussi, dans un plan de jeu que tu te fais interrompre. à Et c'est l'exception très des moments différent. où la disruption est, imposée parce qu'elle a dominate, si tu prends un Red in the Ledger, tu as le choix entre mettre 2 cartes devant et en fait réduire ton tour comme l'aurait fait Red in the Ledger, mais te te préserver 6 points de vie par exemple, ou 5 points de vie en l'occurrence. Mm. Ou alors être en mode, bah, je mets du bloc d'équipement parce que je veux garder toute ma main et du coup tu mets les points ailleurs et cetera. Dans tous Mm. les cas, la décision de est-ce que je subis la disrupt ou pas, elle est entre les mains de celui qui est attaqué. Alors que contre Islander, mais contre les Ice en instant en fait de manière générale, la décision de est-ce que c'est la merde ou pas, elle était entre les mains de celui qui est attaqué. Et Mm. du coup, c'est différent parce que, en fait, c'est il y a un truc où genre tu es en train de recevoir de la disruption, tu peux interagir avec, alors que dans l'autre sens, Islander, tu jouais tes cartes et elle décidait si elle allait interagir ou pas. Ouais, Et c'est donc ça. ça, c'est en fait, ça Et fait une posture un peu différente ouais. et qui du coup la rend plus agréable, un petit peu moins frustrante aussi. Mais je trouve qu'un Red in the Ledger Dominate est pas fondamentalement moins frustrant qu'un Channel Lake Alors, Frigid en instant. Par je, contre, je, il est je suis clair que le d'accord. Red in the Ledger Dominate est plus lisible. Il est plus facile de s'y préparer d'une certaine manière. En tout cas, c'est plus accessible de s'y préparer pour le contrecarré. Et puis, encore une fois, en fait, quand tu prends le Raid in the Ledger, tu prends tes décisions en fonction du Raid in the Ledger, de ta main, de ton équipement disponible, etc. Des fois, tu vas subir la décision parce que tu n'en auras qu'une possible, c'est-à-dire prendre le hit et pas faire grand-chose. Mais tu n'as pas commit un plan de jeu que tu te fais interrompre. C'est-à-dire Mmh. que c'est vraiment ça. En fait, la disruption arrive avant que tu lances ton play. Et des Mmh. fois, elle va l'empêcher, comme l'aurait empêché un channel. Mais dans le cas d'un channel, tu lances ton play, potentiellement tu perds des ressources, etc. Et tu te fais interrompre au milieu. Et ça, c'est. Bah, déjà, c'était très fort, mais c'est un côté aussi qui pouvait être frustrant pour beaucoup de gens. Et de ce point de vue-là, je pense que le fait que Ice disparaisse de la méta, en tout cas pour le moment, parce que ce sera théoriquement, probablement sous une autre forme, mais ce sera théoriquement amené à revenir. Mais je pense que c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Maintenant, je pense aussi que le fait qu'on perde un des decks qui crée les match-ups les plus interactifs et de mon point de vue parmi les match-ups les plus skill dépendantes du jeu, j'ai une partie de moi qui est un peu déçue et qui me dit que c'est dommage. Alors, on le savait, mais c'est surtout dommage parce que je ne sais pas si on va retrouver le même niveau d'interaction qu'Islander obtenait et forçait un peu à obtenir dans ses games. Et ça, Bah, tu vois, c'est l'avis de pas mal de joueurs et de joueuses pro, même des gens qui n'aimaient pas forcément Islander, que les games avec ou contre Islander font partie des games les plus intéressantes et les plus skill intensives que il ou elle avait joué. moi, je pense que c'est un truc, genre, je pense qu'ils vont revenir à un personnage qui, joue entre guillemets «de la même manière», mais qui provoque justement ces games, ultra interactives où tu réagis beaucoup à ce que fait ton adversaire et inversement. Mais peut-être que ça prendra une autre forme. Parce qu'en réalité, tu vois, Islander avait un peu ce côté genre continuité de Prism, la première, Mm. mais en mieux. Et je pense que s'il doit y avoir un nouveau héros, ce sera peut-être genre continuité de d'Islander, mais en différent. Moins Ouais. frustrant pour l'adversaire, peut-être tout aussi interactif. Comme on peut voir Dromai, heu, qui est la suite de la Prism originale, avec les Mm. dragons qui sont la suite de Spectra et tout et tout. Ouais. Mais, moi ce qui «m'inquiète un peu» entre guillemets, c'est que, Islander étant absent,
Il y a un deck qui, selon moi, en ressort, grandi, c'est, Bravo. Parce que, Iyslander était un de ses pires match-up, et parce que, Iyslander, en fait, permettait à Bravo d'être préservé quand même de quelques match-up vraiment très désagréables. Maintenant qu'il y a plus Iyslander, Bravo, bah, en fait, a un de ses pires match-up qui s'en est allé, peut se concentrer sur les match-up qui le mettaient en difficulté et faire un peu plus n'importe quoi. Les ninjas vont revenir en force parce qu'ils avaient aucune raison d'être, enfin, ils ont aucune raison d'être mauvais, en fait, genre Katsu, par exemple, va redevenir, exceptionnel, si ça l'était pas déjà, mais c'était un peu derrière, Iyslander et par contre Dromai, à mon avis, va, so long. À mon avis, Hem, Dromai est pas près de regagner des points de Living Legend. Sauf, bah, enfin, elle va en gagner bien sûr, mais je sais bah, pas. Je pense qu'elle sera moins impressionnante en fait, que ce qu'elle était maintenant. je sais pas parce que alors même si du coup les ninjas vont pouvoir avoir des slots, le match-up de Dromai, était plus si pire que ça contre les ninjas de la bouche de beaucoup de très bons joueurs ou joueuses, Dromai, notamment par exemple, Mara Faris. Là je parle de la version Empress de Dromai ou de la version, un peu mixte, parce que maintenant avec les tomes, il y a plus vraiment de version Empress et Il Big y a plus Dragon, il y a une vraiment de version un peu mixte et il y a une version très défensive chelou avec 15 bleus. Je dis chelou, mais c'est pas négatif, c'est celle que je jouerais si je jouais Dromai. Hein. C'est juste que c'est probablement pas la meilleure, à part sur un field très particulier, et du coup, voilà. Euh, ce... En fait, le truc, c'est que si le match-up ninja est pas si horrible, et que tu peux récupérer des slots de side pour encore plus potentiellement le gérer, que à côté, contre Bravo qui veut tenter de te fatiguer ou quoi, tu as des très bonnes armes sur les dernières extensions, notamment la dose de Chromite par exemple. Après, si Bravo essaye de t'aggro, c'est plus compliqué. Mais tu vois, en je fait, pense il est là que. le problème, mais Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je pense que Dromai est moins bonne dans la méta qui arrive que dans la précédente. Je pense aussi que même si Islander checkait quand même un petit peu faille, on a vu qu'il y en avait quand même un certain nombre. Il y avait déjà beaucoup de Bravo, même dans la méta d'avant. Et je pense que Dromai était pas genre si one-sided que ça contre Islander, au point d'en faire ah genre. non, jamais, j'ai jamais dit Oui, ça. oui, oui. Ah non, je sais que tu l'as pas dit, je parle de manière Mmh. générale. Et du coup, ça fait que, en fait, genre, on pourrait avoir tendance à croire que la méta a genre ultra shift et que genre maintenant elle est totalement dégueulasse pour Dromai. Mais en fait, genre Dromai, c'était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur deck de la méta d'avant pour une raison. Ça n'a pas bougé parce que le power level du deck est toujours le même. Tom, c'est toujours une carte complètement busto. Les dragons, c'est toujours des cartes qui font de la value de fou. Genre, t'as toujours des choses qui sont hyper pertinentes et hyper valables pour le deck. Et dans la méta d'avant, elle croisait déjà des ninjas, elle croisait déjà des bravos, elle croisait des Islanders qui n'étaient pas le match-up le plus free du monde. Et t'avais probablement moins d'Azalea dans la méta d'avant que tu peux en avoir maintenant, alors que le match-up est plutôt pour Dromai, même si, pareil, un peu comme Dromai contre Ninja, Azalea contre Dromai, c'est beaucoup moins pire qu'avant. Et du coup, en fait, bah, on se retrouve un peu dans cette situation où Dromai est proche, enfin de plus en plus proche d'avoir des 50-50 partout, de ce que j'entends, par rapport à un moment où elle était assez polarisée comme le sont les illusionnistes en général, tout en étant un deck qui bah, a des très bonnes cartes et en termes de power level est parmi un des meilleurs du field. Donc on se retrouve dans un spot où je pense que Dromai va continuer à performer et à gagner des tournois, juste parce que ça reste un très bon deck. Et qu'il va pas y avoir genre 1000 fois plus de failles et de Katsu qu'il y avait avant. Alors Peut-être que moi, je me j'ai trompe, un peut-être que je me contre-argument. trompe, mais je ne pense pas. Moi, mon contre-argument, ce n'est pas qu'il y aura plus de ninjas, ou qu'il y aura plus de gardiens, ou ce genre de choses, mais plutôt que ces decks-là, qui avant accordaient des slots en side contre Islander avec des bleus supplémentaires, avec de l'interaction par rapport aux Frostex, avec des Respite, des machins, des trucs, n'ont plus besoin de toutes ces cartes-là, et libèrent donc la place naturellement pour le prochain deck, celui qui est censé leur péter la gueule maintenant. Et le prochain deck, c'est Dromai. Et Dromai est un deck qui souffre, et je l'ai déjà dit et je le répéterai, je pense, jusqu'à ce que les gens soient d'accord ou pas d'ailleurs, m'en fous. Hmm. C'est un deck qui souffre énormément du side de ton adversaire. C'est-à-dire que, par exemple, les gardiens, là, au Worlds et un peu avant, commençaient à jouer des out muscle,
Je pense que les Dromai sont juste pas prêts à prendre des out muscle de partout, en fait. Parce que Zilus Belting, c'est la meilleure carte de Bravo contre Dromai, et bah maintenant, il en joue presque 12, s'il a vraiment envie de tech. Donc en fait, moi je vois moins un deck qui est en difficulté par rapport au héros qu'il va affronter, mais plutôt par rapport au side que ce héros va pouvoir Mmh. ramener pour affronter Dromai. Et moi, ce qui m'ennuie, mais ça m'ennuie pas vraiment, c'est pour ça que je suis pas sur Dashio aussi. C'est que je pense que comme, un peu comme Kano souffrirait d'être attendu, Dromai va souffrir d'être attendu, mais sauf que Dromai elle a le tome, donc elle peut faire n'importe quoi, ce que Kano ne peut pas forcément faire. Enfin, tu vois mon raisonnement? Je vois C'est pas genre totalement. Dromai Non, est non, dans la mais merde, c'est plutôt, il va falloir que Dromai se bouge le huc alors, pour s'adapter à une méta qui s'adapte à elle-même et ça va refaire cette espèce de va-et-vient en permanence. je vois totalement, heu et je suis globalement d'accord, mais j'ai 2 mini contre-arguments pour OK, nuancer vas-y, peut-être un peu genre balance, en fait balance et après on passe au blitz. tu as nuancé mon propos, je nuance le tien et après on passe au blitz. En gros, premièrement, Dromai était déjà perçu comme un des decks dominants et un des decks les plus attendus aux Worlds ou sur des métas d'avant et c'était déjà un deck qui était a priori, heu, avec, une cible dans son dos. Peut-être moins grande que maintenant, je suis d'accord. Peut-être plus grande, parce que là, il y a des gens qui disent que Dromai est out parce que les ninjas sont là. Donc, je ne suis pas sûr que les gens vont beaucoup plus tech contre Dromai que c'était déjà le cas. Sûrement un peu plus, parce qu'ils ont de la place qui se libère, mais Dromai était déjà un des decks contre lesquels ils techaient, parce que c'était déjà un des decks qui était attendu et perçu comme un des meilleurs decks. La deuxième chose, c'est que Dromai, de son côté aussi, récupère des slots. Parce qu'elle avait des slots qui étaient contre Islander, potentiellement des Temai, ce genre de choses. Potentiellement, genre des Soundcover qui n'ont plus forcément besoin d'être là, ou des Respite s'il y en avait, ou peut-être genre les 3 bleus de plus qu'il y avait qu'on peut enlever, etc. Et je connais pas assez bien les listes de Dromai actuellement pour savoir à quel point elle récupère des slots et ces slots peuvent être utilisés différemment. Mais je pense que l'argument valable pour un est un peu valable pour l'autre aussi. Dans une moindre mesure, parce que je pense que il y a des decks qui libèrent vraiment plus de place et qui ont des spots qui peuvent être beaucoup plus impactants contre Dromai que Dromai contre eux. Mais je pense que l'argument est valable, entre guillemets, un peu pour tout le monde. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que on a vu une Dromai être en top 4, si je dis pas de bêtises, peut-être top 8, mais top 4, je crois, du Realm Brawl, du Realm Games Invitational, là, le truc qui a eu lieu ce week-end. Le tournoi à 20K sur invitation avec principalement des gros joueurs connus, etc. Le top 8, si je dis pas de bêtises, c'était une Levia, un Bravo, deux Dash, un Boost et un qui était plus contrôle, un Cano, une Dromai et Un une Azalea, je Boltyn, crois, et ouais. un Boltyn, ouais. Mmh. Et du coup, tu vois, enfin, Dromai a déjà, entre guillemets, déjà fait un top 8 sur un tournoi où il y avait genre un gros niveau, c'était stacké, et quand t'as 20K à la clé, enfin, c'est pas tout à fait 20K parce que c'est 10K et des K en OK, dessous, je pense, ou un reparti, truc comme mais ça. oui. Mais genre, c'est un tournoi sur lequel, genre, t'y vas pas comme un clown non plus, tu vois. Clairement. Euh, donc, et je crois que la personne qui a fait top 4 ou top 8, c'était celle qui avait fait top 4 au Worlds sur Dromai, justement. Non, Euh, sur le 20K, c'est, Mara Faris. c'est peut-être sur le 10K alors. Non plus. Ou alors, ah non, 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 pardon, c'est la game que Peter gagne en stream le jour 2 à genre 8-2 ou 9-2, Possible ça. je crois. Un truc comme ça. Donc il y avait une autre personne sur Dromai dans les hautes tables. Euh, donc, donc je pense que Dromai, genre, va être moins la méta et va être moins forte et représentée que avant le départ d'Islander, mais je pense que le deck va continuer à faire des résultats et à être pertinent. Et Oui. le fait qu'on parle de Boltyn fait que je dis juste un tout petit truc en plus qu'on n'a pas trop évoqué par rapport à Islander, enfin, que tu as évoqué sur le fait que Islander gatekeepait des decks entiers, au-delà Mmh. même de la mécanique d'Ice qui gérait des agros et tout. Et des decks comme Boltyn, par exemple, sont des decks qui profitent énormément du départ d'Islander, parce que c'est des decks qui, euh, de mon point de vue, ont un power level qui est genre pas très loin du haut de la table, comme beaucoup de decks en fait, mais qui sont pas forcément des decks qui sont envisagés ou très explorés par la communauté et par les joueurs pros. Mais Boltyn, c'est un deck qui a reçu plusieurs vagues de support, qui a des très bonnes cartes maintenant, et qui
est un deck qui est capable, en termes de power level, de rivaliser ou d'être proche du haut du panier et des decks tier 1. Ce qui faisait que c'était genre vraiment pas une bonne idée d'apporter un deck qui est genre un petit peu en dessous du tier 1 en termes de power level. Euh, c'est quand le tier 1, c'est des mauvais match-up. Et quand t'as Azalea, théoriquement Bravo, qui de ce que j'entendais est plutôt. Alors ça change un peu, mais plutôt historiquement un match-up un peu défavorable pour Boltin. Quand tu as comment ça s'appelle Islander qui est un des top decks, Dromai qui est jouable maintenant, mais qui est pas non plus le match-up que tu as envie le plus de voir, bah ça peut être compliqué. Par contre, historiquement, la version combo Boltin est plutôt favorable contre Fai, contre Katsu, contre Dash, qui sont des decks qui ont du mal à bloquer efficacement la combo et qui, en général, perdent trop de tempo et d'écart de points de vie sur ces tours-là. Bah, si la méta ressemble à Fai, Katsu, Dash, avec un peu de Bravo et d'Azalea qui traînent, et genre un peu de Dromai aussi, bah Boltin devient un deck qui, certes, est moins bon, probablement en termes de power level que tous les decks que je viens de citer, mais qui a un match-up favorable, voire très favorable contre genre 2 ou 3 d'entre eux, et un match-up qui est plutôt ok et jouable contre les 3 autres. Mmh. Bah ça devient intéressant par rapport à genre avoir un match-up jouable contre 3 ou 4 d'entre eux et un extrêmement mauvais match-up contre le dernier. Bah la méta elle est beaucoup plus sympa et c'est un peu pareil pour Riptide. Et il y a plusieurs decks comme ça qui du coup vont retrouver un peu revoir un peu le goût du jour et peut-être avoir des gens qui vont un peu plus les explorer parce que c'est des decks qui se faisaient complètement gatekeep par Islander et qui avaient vraiment un pourcentage de win rate contre qui était très proche de 0. Et comme Islander était un deck très présent dans la méta, pas juste un deck qui existait, mais un deck très présent dans la méta, ces decks-là avaient du mal à exister. Alors il y a encore Dromai qui gatekeep pas mal de choses aussi, mais comme on l'a dit, Dromai risque de moins être là. Et si, quand tu te fais des gatekeep par Dromai, ton deck est bon contre les ninjas, bah la méta a l'air de plutôt bouger en ta faveur qu'en ta défaveur avec le départ d'Islander. Donc tous ces Mmh. trucs-là vont être à voir aussi, mais ça va être sympa de voir des trucs être réexplorés, tels que bah, Levia, pour moi, c'est un peu similaire aussi. Levia, c'est un deck qui est pas forcément très bien armé contre Islander. Bah là, on voit que le premier tournoi sans Islander, ou un des Mmh. premiers sans Islander, Levia et Boltin en top 8, c'est un truc qu'on n'aurait jamais pensé voir arriver aux Worlds ou même sur un Battle Arnold ou un Calling il y a encore 2 mois. Quoi. C'est vrai. Et du coup, ça fait très plaisir à voir parce que ça va probablement débloquer des choses sur ces decks qui sont à un power level 1.5, 2 grand maximum, mais qui se retrouvent maintenant dans une méta qui leur est beaucoup plus favorable. Et donc, ils peuvent être explorés. Et c'est pas les decks, genre, Boltin et Levia ne vont pas devenir les decks tier 1 de la prochaine méta. Mais c'est des Si, si, si. decks pour les gens qui ont envie de les jouer, qui savent bien les jouer, qui peuvent maintenant réellement exister et ne pas être vus comme des mauvais choix compétitifs. Mmh. Et c'est D'ailleurs, je trouve cool. ça marrant que la personne qui joue, Boltin à l'Invitational, 20K là, c'est Yuki Lee là. Ouais. Et Yuki Lee a joué Islander pour gatekeeper les Boltin et maintenant elle joue Boltin comme il y a plus d'Islander. Exceptionnel. Bon sur ce, Bah, je te propose qu'on passe peut-être vite fait, ou peut-être qu'on se penchera un petit peu plus, sur les héros qui se sont fait, oblitérer par la saison de skirmish qui a lieu et qui n'est pas encore terminée. mm, Puisque, bah, on en a parlé dans un podcast, ils ont changé le nombre de points accordés par les skirmish et sauf qu'en fait, le nombre de skirmish a aussi beaucoup augmenté. Du coup, il y en a eu mm. partout en blitz parce que le blitz, c'est le format du skirmish avec le limité. Et du coup, nous avons 4 héros tombés au champ d'honneur. Nous avons, bah, c'était attendu, Chain, qui a Living Legend à la vitesse de l'éclair. Dès la première semaine, il était parti. On a Mm. aussi eu Kano qui l'a suivi pas très longtemps après. D'ailleurs, RIP Kano, hein, Sage Kano. Moi, je n'ai plus de deck en Blitz, du coup, c'est super. Ensuite, on a Kasai qui l'a suivi pas très longtemps après. Pas RIP Kasai, parce que Kasai, bon, deck de ses morts, hein. Je le jouais, mais c'était vraiment un deck infernal. Et là, le dernier héros qui est tombé récemment, genre ce week-end, c'est Ira. Donc, Ira OG du Blitz qui s'en va. Donc, qu'est-ce qu'on en pense du Blitz maintenant qu'il n'y a plus aucun héros marrant? Bah, alors, Non, c'est pas vrai, mais vas-y. il y a Mais en encore fait, plein de héros marrants.
Ouais, mais je me rends compte que j'aime pas le blitz. Du coup, Ouais. je Bah, je suis un peu en fait, autant le format, je le trouvais cool parce qu'il avait un peu ce côté bac à sable où tu fais des trucs un peu marrants avec des héros qui sont toujours légaux et tu peux t'amuser un petit peu. Autant là, il y a beaucoup des héros que j'apprécie à jouer qui ne sont plus légaux, qui sont plus légaux du coup. Et du coup, je suis un peu en mode genre, bah, en fait, si je veux jouer d'autres choses, j'aurais un peu, pour le moment, tant que la méta ce sera pas, en fait, je sais ce qui m'ennuie. C'est que la prisme OG est toujours légale en Blitz, par exemple. Qu'en fait, il y a des héros qui ont construit, ont quitté le format et où, le construit est rentré dans une espèce de nouvelle ère où il y a plus de Arya, il y a plus de monarques ou mmh. presque. On arrive au moment où le power level max, c'est Uprising et on sait qu'il est plus bas que les éditions précédentes. Alors qu'en Blitz, bah, pas du tout, hein. Donc, tu toujours des héros de ces morts qui se baladent. Tu peux toujours avoir un Reinhardt qui te one tap parce qu'en fait, le problème du Blitz, c'est les 20 points de vie. Heu, tu toujours Vincent qui va probablement faire des dingueries et cetera et genre du coup je suis en mode, bah, c'est un format un peu la flemme genre, en fait, Crucible of War avait amené des trucs sympas tard l'époque et en fait ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu d'extension qui réfléchit au blitz. Du coup, bah, ça a un peu ce côté genre format collatéral, genre il y a des trucs qui sortent pour le construit et en fait c'est pété en blitz mais le blitz on s'en fout, c'est que pour les skirmish. Mais il y a quand même pas mal d'affect de la part des héros et enfin des joueurs par rapport aux héros. Genre moi, par exemple, j'aimais bien Kano en blitz, mais je le jouerai jamais en construit. Toi, Croissant, tu évidemment sage que Kano s'en aille. Des gens qui aimaient bien jouer Kassai, des gens qui avaient fait des trucs avec Ira peuvent plus le jouer. Les gens qui tenaient à Chain et c'était genre le dernier endroit où vous pouvez le jouer, bah du coup maintenant ils peuvent plus. En vrai Ouais, en vrai, je suis d'accord avec tout ça et en même sage. temps, Et en même temps, bah, c'est bien. déjà, en vrai, je suis pas si sage que ça de Gano parce que, bah, j'adorais le jouer, mais je le joue aussi en CC, contrairement à toi. Du coup, je peux juste toujours le jouer en CC. Et Oui, faut avouer qu'en Blitz, bah, genre, des fois, c'est ça un peu ressemblait fumé quand juste à même. rien parce que c'était trop broken. En fait, je pense que, premier postulat de base, tant qu'ils ne réfléchissent pas à une manière d'équilibrer le Blitz en tant que format, le Blitz ne sera jamais équilibré. Parce que, comme tu l'as dit, en fait, c'est les mêmes cartes que le CC, avec les mêmes attaques, les mêmes power level, les mêmes capacités de héros, sauf qu'on a 20 points de vie au lieu de 40. Donc, forcément, ça crée des grosses disparités. Et notamment, quand il y a un gros tour, en général, c'est très dur de revenir de ce gros tour-là. On en parlait d'ailleurs avec Thomas Ducronis au skirmish avant-hier. On a des petites idées, tu vois, et par exemple, on se disait, toutes les communes et rares, surtout celles qui existent en trois couleurs, bah, on banne les rouges. Hop, déjà, tu vois, ça fait un power level qui est peut-être un peu moindre. Ouais. Euh, genre, il y a des trucs qui pourraient être intéressants aussi, c'est ban un certain, et par un certain, j'entends un grand nombre de légendaires. Parce que pareil, ça aiderait aussi à limiter le power level de certains decks. Parce que là, Kano, il est plus là, mais le prochain sorcier qui sort, bah, il y a l'empereur encore, mais genre le prochain vrai sorcier qui sort, il rejoue Striders, et genre, bah, Striders, Ouais, ce c'est la sera toujours aussi faiblesse. broken, tu vois. Ouais. Parce que, enfin, genre, c'est toujours un extracteur, nous presque. Donc en fait, t'as un certain nombre de choses qui sont fondamentalement broken, mais broken pas au sens de fort, au sens de cassé. Genre vraiment juste crack, hop, c'est cassé, dans le format Blitz. Et du coup, je pense que, genre là, ils ont entamé une purge pour cette saison de skirmish. C'est bien. Il va en falloir au moins une deuxième parce qu'il y a des chances que, genre, Dash, Prismoji, Reinhardt ne partent pas sur cette saison. Et c'est pour ne citer que des decks qui devraient partir parce que pour moi, ils sont pas forcément tout à fait au niveau de Ira, Kano, Chain et Kasai, mais ils sont pas très loin en termes de power level. Mhm. Et genre, ils font aussi partie de cette vague de héros qui, genre, gagnent trop à être en blitz par rapport au CC. Puis Prism, elle a toujours Luminaris, et Luminaris, c'est Turbo Broken. Mais, comme tu dis, genre, Vincent, c'est un deck qui est capable de faire des gros trucs, qui a toujours Carrion Husk. L'Empereur, c'est un deck qui perd, enfin, genre, qui n'a plus un de ses gros mauvais match-up et qui a toujours les Striders. Donc, tu as des choses qui sont toujours, genre, très, 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 très fortes. En termes purement de flat power level, en fait. Euh, et du coup, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir sous l'angle est-ce que le Blitz peut être équilibré? Parce que c'est pas des changements de héros qui vont le rendre équilibré, comme tu as dit, comme j'ai dit.
C'est un changement fondamental du format et on verra si LSS désire le faire ou pas, parce que je rappelle que depuis Cracovie en 2021, je crois, il n'y a eu aucun événement majeur, à part 3 games de Blitz aux Worlds l'année dernière, qui ont été en Blitz. Tu as eu peut-être un BH et encore, je suis pas sûr. Genre, tout est en scellé et en construit et maintenant en Living Legend. Et du coup, s'ils veulent tenir leur promesse du début que le Blitz est un des formats compétitifs du jeu, qu'il est poussé, etc., va probablement falloir qu'il fasse plus qu'une purge, ou qu'une deuxième purge pour Reinhardt, Dash et tout ça. Donc ça, c'est le premier point, qui est que, en vrai, le départ de ces héros-là ne change rien par rapport au problème fondamental du Blitz. Maintenant, si on prend le Blitz plus comme un format fun où on peut expérimenter des choses, etc., tu vois, et c'est là où du coup je disais que j'étais pas forcément trop d'accord avec toi, le fait que ces héros partent, c'est une très bonne chose, parce que de la même manière que Islander gatekeepait des choses en CC, bah en Blitz, c'est juste le power level de certains decks qui gatekeepait des choses. Parce que tu avais des stratégies qui étaient tellement fortes que ça en devenait oppressant et que tu pouvais très difficilement envisager d'autres decks. Mais maintenant, je pense qu'il y a plein de choses, pas forcément des choses très compétitives ou pas forcément des choses genre absolument cassées ou quoi, mais il y a des choses qui peuvent être expérimentées. Le fait que Kano soit plus là, ça redonne peut-être de l'espace à des decks plus défensifs et plus fatigue, comme des Teklovosun ou des Dash Control ou ce genre de choses. Datadol, c'est un héros qui a été très longtemps méprisé en Blitz. Tant que le pistol et que Dash est pas parti et que donc le pistol est encore légal, Datadol, pour moi, c'est un deck qui, maintenant, genre, peut vraiment faire des choses. T'as toujours, comme tu disais, la nouvelle et l'ancienne Prisme, qui sont des héros qui sont intéressants aussi. T'as Yoji en deck fatigue, mais qui se fait quand même check par des choses via les mécanos et Teklovosun avec Singularity ou les Warriors avec Decimator. Donc, t'as plus de. En fait, t'as des stratégies qui sont toujours fortes, mais qui sont sur des héros et avec des cartes moins oppressantes, et qui du coup fait que leur contre peut fonctionner, ou peut un peu plus Mmh. équilibrer les choses. Et moi, je pense que c'est justement c'est intéressant parce que le format devrait quand même se ralentir un petit peu. Déjà qu'on était plus au genre les games se finissent en un tour que tout le monde pense avoir parce qu'ils ont regardé une game de Blitz quand Visceral était légal et qu'ils n'ont pas retouché au format depuis. Genre le format est réellement beaucoup plus lent. Alors il est pas lent, il est rapide, mais il est beaucoup plus lent que ce que les gens ont l'air de penser parce que bah genre ils retouchent pas au format et du coup ils ont des impressions de il y a 2 ans. Et je pense que c'est hyper intéressant de voir tous ces héros-là partir, même si c'est dommage parce que pour beaucoup on y était attaché, parce que c'est des gameplays qui sont pas retrouvables autre part, en tout cas pour le moment. Genre Kano, il y a rien en Blitz qui s'apparente à Kano. Chain, il y a un peu Vincent, mais ça reste quand même différent sur la capacité à stacker Tabanish, etc. Kasai, c'était un deck, même s'il y en a une nouvelle qui sort, c'était un deck qui était quand même euh, très particulier avec l'interaction Courage et Blood on Hands. Et c'est pas sûr que la nouvelle rejoue beaucoup autour de cette interaction-là, etc. Donc, on perd vraiment des identités, mais ça laisse la place à des nouvelles. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce que ça va permettre d'explorer sur un format qui est pas vraiment joué compétitivement, donc qui en plus laisse de la place à de l'expérimentation fun. Et du coup, de ce point de vue-là, encore une fois, je pense que c'est une très bonne chose que des héros complètement broken s'en aillent et qu'ils aient choisi de faire une purge. Parce que je le rappelle, il y a des gens qui pleurent un peu en mode ouais, mais en 2 semaines de skirmish, mon héros il est parti. Ouais, mais je peux plus le jouer. Ça fait 2 ans et demi que le héros était là. Genre 2 ans et demi. Enfin, depuis que le format existe, Ouais. Ira et Kano c'était là. Kasai c'était là. Alors ok, Kasai c'est devenu relevant avec Everfest. Mais ça fait genre 2 ans et demi que le perso est là. Monarch, Chain, ça fait 2 ans et demi que le perso est là. Bah, genre, à un moment, il faut partir, les gars. C'est hop, on s'en va, et puis on prend ses valises, et puis on va en Living Legend Blitz, qu'on jouera dans 2 mois quand il y aura un format, et où on s'amusera beaucoup avec Islander qui sera le meilleur deck du monde. Euh, Je pense qu'on oublie surtout que, le meilleur deck du format n'a pas encore été affecté, c'est évidemment Genis What You Need, Évidemment, un des marchands jouables dans le format. Euh, qui n'a pas de non, mais points. Un jour, je vous jure, je ferai des points à Genis. tu sais que d'ailleurs, à propos de points, un de mes plus grands regrets de ce Living Legend là, c'est que
je ne crois pas, et quand je dis je ne crois pas, je suis sûr à 100% que je ne vais pas avoir mon nom au Roll of Honor des canaux, parce que bah, j'ai pas assez fait d'event Tu et n'as que je n'ai pas pas fait de points gagné. sur Kano? Bah, je crois pas. Où est-ce que, Tu sais quand que est-ce que j'en et aurais tu sais que ce fait? qui serait énorme, c'est que tu n'aurais pas de points, mais moi j'en ai sur Kano. Toi, tu en as parce que tu as gagné un skirmish quand je J'ai t'avais gagné un coaché, skirmish avec. mais moi, je crois que j'ai genre rien gagné à part des armories. Ouais, Donc, c'est je possible quand tu suis, les je as suis eues, très déçu. Je suis c'est très ça. déçu. Donc, faut que je gagne un truc en CC pour avoir mon nom quand il partira en CC dans 8 ans. Euh, Ouais. de- Non, mais Mais tu sais que Kano, il lui suffit, d'une légendaire pétée au niveau de la tête et le deck est dans l'espace. Il lui suffit d'une carte à la Aether Wildfire et vas-y, c'est bon, tu vois? Genre, oui, et le en même temps, il aura toujours 30 frérot, HP et il y a un toujours des set de contres et tout. support un set de support qui duplique le nombre de cartes à la Aether Wildfire et qui Oui, non, te mais file d'accord. plein de bleus et de rouges exceptionnels. Après, ok, non, mais si, genre, au lieu de bannir une carte broken, tu en printes d'autres, évidemment que le deck va être fort. Si tu printes 3 nouveaux codex à Azalea, le deck devient turbo broken top tier du monde. Déjà que, C'est vrai. spoiler alerte, Allez, Azalea récupère une on ne va pas spécialisation on ne va pas de folie. alors, ne lançons Mais pas de débat autour de ban voilà. tome, Non, non, ban non, codex, non, machin. non, On sait déjà que non. le livre, c'est fort Encore et une je fois, je fonce. dis pas qu'il faut ban des cartes et je vais bientôt finir pour pas partir encore pendant des heures. Mais en tout cas, enfin, comment dire, genre, je pense que ces changements pour le Blitz sont très bons et je pense aussi que ça va dans une bonne direction parce que, comme on l'a dit, ça ressemble vraiment à une purge. Et pour moi, la seule bonne raison de faire une purge, c'est d'essayer de retrouver une manière d'équilibrer le format. Et pour moi, le fait d'augmenter le nombre de skirmish et tout, c'est qu'ils ont quand même en tête le fait que le Blitz, ils voudraient que ce soit un format jouable et qu'ils puissent mettre à des events, mais qu'ils sont conscients qu'ils ne pouvaient pas actuellement dans l'état des choses. Et du coup, c'est, je pense, plutôt un bon signe et une bonne nouvelle et un pas dans la bonne direction que y ait autant de départs et que y ait d'aussi gros changements au niveau du pool de héros disponibles. Euh, Après, on va voir parce que encore une fois, c'est pas des changements de héros qui vont rendre le format équilibré puisqu'il y a d'autres problèmes que ça. Donc il suffit pas de ça, il va falloir plus de choses. Mais c'est très bien, on va pouvoir explorer des nouveaux trucs. Il y a des choses qui deviennent pour moi genre pertinentes et qui ne l'étaient pas avant d'un point de vue purement compétitif. Genre jouer fatigue dans le format quand Kano existait, pour moi c'est genre c'est pas quelque C'est un chose que peu tu du avais le droit de censément, on faire, va même dire. si non mais il y a des gens qui le faisaient et ça marchait parce qu'il n'y avait pas de bons canaux dans leur armory et genre très bien tu vois, mais d'un point de vue purement compétitif, et du coup, avec cette idée, au-delà de l'armory où genre tout le monde jouait fun et où nous, ça faisait 8 mois qu'on n'avait pas vu un seul chain alors que c'était le deck le plus craqué du format, euh, je pense que du point de vue compétitif et du coup dans l'idée de remettre le Blitz sur des callings, de le remettre aux Worlds, etc., bah là, tu peux à nouveau avoir des choses qui s'apparentent à de la fatigue ou des decks de late game comme Teklovoson avec les armées de robots. Mais du coup, ces decks-là se font potentiellement check par Decimator et par les prismes, qui Mmh. elles-mêmes peuvent se faire check un petit peu selon les versions par des gardiens ou par des decks agressifs, etc. Et du coup, tu vois, genre, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que les grosses outliers en termes de power level disparaissent fait que même si les stratégies qui restent sont toujours fortes, elles sont plus sensibles à leur counter. Là où tu vois, genre Kanos, qui est censé le counter théoriquement, tu pouvais toujours l'high roll comme jamais parce qu'en face ça avait 20 points de vie et que tu tuais sur n'importe quelle combinaison de deux cartes dans l'ordre dans ton deck. Mmh. Et ça C'est vrai, n'arrivera plus. Tu vois, c'est genre vrai. Chain, c'était censé être faible face à la disruption et tout. Bah, à part si tu piochais Warmonger, en fait, t'étais Azalea ou Bravo, tu mettais un gros crush dominate là, et puis tu prenais un Carrion Husk, et puis tu faisais ah bah dommage. Mmh. Et, et ça, bah, il y a encore un peu Vincent, mais Vincent, c'est un deck qui est moins sensible, ou moins supposé être sensible à la disruption que Chain, parce que c'est plus midrange. Donc c'est OK. Et tu vois, genre, c'est des trucs qui vont être plus, je pense, plus sympas à explorer et à vivre. Ouais, Quand Reinhardt sera parti et que tu te feras plus au TK Tour 1 si t'as pas de bloc sur tes équipements. ouais Mais et sur ce, à mon avis, on va conclure, parce que ça a l'air tu veux bien. Ça conclure? fait, 1 heure et quelques qu'on parle. Tu veux conclure avec Night Crash? Je comprends. Mouais. Ah oui, Je bah oui, ça a comprends. l'air bien ça.
Non, mais je suis chaud, en vrai. Allez, Non, mais Roku sur avec Nate. ce, merci de nous avoir écoutés, Fuck évidemment. faille. Heu N'hésitez pas à vous abonner, et cetera et cetera. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a sortie, Deck Tech de Dromai avec Whis, voilà, qui m'a raconté, son tournoi et tout, c'était très cool et bah, on vous dit, à une prochaine pour, plus de choses et de bidules et tout ce genre de trucs. Salut tout le monde! Heu, je coupe complètement l'effet de PDPU, avec son salut tout le Ouais. monde, mais dernière, info, hyper importante. Si vous prévoyez de vouloir participer à la ligue, qu'on a lancée, la ligue interboutique là, qu'on a lancée avec Emilien, heu, hésitez pas à nous le faire savoir, communiquer sur le channel en question, sur le Discord France, enfin sur le channel tournoi et cetera, pour, bah, que nous on ait de la visibilité sur, qui participe et qui est intéressé. Hésitez pas s'il y a des choses qui vous paraissent, pas forcément ultra bonnes, ultra pertinentes à nous faire des retours. On changera probablement pas pour cette édition, mais si ça marche et qu'on a des retours constructifs, on changera peut-être pour une prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à nous faire savoir lorsque vous êtes allé voir votre boutique pour organiser un qualifier, que la boutique montre de l'intérêt, voire même fixe une date. Pareil, à nous le dire, à nous le faire savoir, parce qu'il y a peut-être des gens qui hésitent et qui se disent ah bah il y a l'air d'avoir genre 2 boutiques, on va pas le faire, alors qu'en fait il y a 8 boutiques et avec 8 boutiques, bah, ils ont beaucoup plus envie de venir participer aussi. Donc n'hésitez pas à en parler et à faire vivre le truc aussi pour faire un effet un peu boule de neige, parce que bah, ce serait sympa qu'il y ait le plus de gens possible. Nous, c'est un truc sur lequel on va mettre du temps et on va essayer d'avoir un truc sympa pour les gens et les joueuses qui participent. Mais encore une fois, c'est le genre de projet où bah, si personne se motive, ça n'aura pas lieu malheureusement. Et si ça n'a pas lieu, bah, enfin, à un moment donné, que ce soit nous ou d'autres gens, il n'y aura plus de projet qui verra le jour si à chaque fois qu'il y en a un, personne ne suit. Alors que la communauté est toujours en demande de trucs compétitifs, de trucs pour s'entraîner, de trucs pour jouer. Bah, si quand on leur propose, ça suit pas, c'est dommage et on arrêtera de faire des choses. Donc si, ça vous tente, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, faites-le nous savoir, communiquez dessus et poussez vos boutiques à faire un qualifier pour pouvoir, participer après, et la représenter. Voilà. Voilà. Sur ce, salut tout le monde.